Alors le 14 juillet, j'étais au restaurant sur la promenade des Anglais, et pas sur le lieu du crime, tout au bout de la promenade, parce que j'avais l'intention, comme beaucoup de Niçois, de passer une bonne soirée avec des amis et de regarder le feu d'artifice. Et puis, aux alentours de 22h30, j'étais avec un ami médecin et on voit plusieurs gyrophares au bout de la promenade des Anglais. On s'est dit, tiens, il doit y avoir un accident. J'ai un souvenir particulier, c'est qu'il s'est mis à faire très froid d'un coup. Et puis on voyait les gens s'agiter autour de nous dans le restaurant. Et à ce moment-là, j'ai eu un appel du chef du service des urgences qui m'a demandé de venir à l'hôpital parce qu'on s'attendait à avoir de nombreuses victimes. Le 14 juillet au soir, j'ai été appelé chez moi par l'équipe de garde. Je suis venu en renfort aussitôt, puisqu'habitant relativement près, je me suis déplacé dans les minutes qui suivaient. J'ai compris que Jérôme était sur place. C'est important puisqu'il pouvait coordonner toutes les premières mesures par rapport au réapprovisionnement des stocks des dépôts d'urgence vitale. Lorsqu'on perçoit ce qui se passe, ou en tout cas ce qui est pressenti, on a un temps d'arrêt déjà pour pouvoir se dire c'est sérieux et il faut qu'on s'organise. J'ai de suite fait un état des stocks pour savoir ce que j'avais au niveau des produits sanguins, aussi bien en rouge, en plaquettes et en plasma. J'ai pris la décision de donner une certaine quantité de rouge et aussi de plasma, puisque dans un premier temps, c'était les produits qui demandaient en priorité. J'habite le 11e arrondissement, donc j'habite à proximité d'un des sites de l'attentat, donc j'ai été informé extrêmement rapidement. Je me suis rendu à la cellule interministérielle de crise, place Beauvau, pour assurer l'interface avec les autres ministères dans la réponse à cette crise qui survenait à Paris. Et on assure une interface extrêmement rapprochée avec l'EFS. J'ai été en famille et j'ai reçu un premier appel vers 21h40. J'ai appelé notre principal prestataire pour lui demander de mobiliser les motos parce que j'avais pris conscience que c'était dans Paris intramuros. Et ensuite, tout s'est enchaîné. J'ai eu la régulation de l'EFS Île-de-France, la cellule de crise s'est enclenchée. J'entends le portable qui vibre et quand je le prends, j'ai plein d'appels, plein de messages. Et en l'occurrence, ma famille de la Martinique. Donc je ne comprends pas tous les messages que je vois, donc je la rappelle, ma maman. Et là, quand elle me raconte ce qui se passe, ce qu'il voit, j'allume la télé et je vois ça. J'appelle ma collègue, je tombe sur Valérie de Nuit et je lui dis est-ce que vous avez reçu du monde à Pitié, est-ce qu'il y a besoin d'aide? Elle me répond oui, il y a besoin d'aide. Donc tout de suite, je m'habille et je prends la route, je viens. On s'est demandé pendant une heure comment s'organiser parce qu'on n'avait jamais eu l'expérience d'un tel afflux massif de blessés. Beaucoup de soignants sont arrivés, alertés par le plan blanc. Il devait y avoir 50 chirurgiens, 50 anesthésistes, 200 infirmières. Donc les gens se sont spontanément organisés avec des responsables qui se sont autoproclamés responsables et qui ont organisé chaque zone d'accueil. La machine s'est mise en place de façon spontanée et on a pu opérer 18 urgences vitales entre 21h et 3h du matin. Quand je suis arrivée, il y avait déjà 2 collègues de nuit qui étaient l'effectif minimum pour un vendredi soir qui travaillaient, la cadre qui était déjà arrivée et un médecin qui était aussi venu pour renforcer l'équipe. Donc moi j'ai commencé par le laboratoire parce qu'au niveau du laboratoire, il y avait énormément de tubes qui arrivaient. Cindy, ma deuxième collègue, est arrivée. Donc elle, du coup, elle est restée au laboratoire et moi je suis partie en distribution pour pouvoir faire les délivrances. Et c'était réaliser les analyses. Donc on en recevait plein, donc réaliser les analyses, les enregistrer et techniquer. On n'a pas eu le temps de réfléchir en fait. Ça arrivait et on faisait, ça arrivait, on faisait. On ne savait pas ce qui se passait dehors, on n'avait pas la télé, on n'avait pas la radio. C'était vraiment, on était vraiment déconnectés. Comme on ne savait pas trop ce qui se passait non plus, on n'était pas dans le
comment dire, dans l'horreur qu'il y avait dehors en fait. Et à un moment donné, sur certains sites, Saint-Louis et la Riboisière, on a eu des difficultés d'accès. Donc là, tout de suite, on a pris contact avec le siège pour obtenir les facilités de passage. Donc, ce qui a permis que les produits soient acheminés le plus rapidement possible sur les principaux sites. À 3 h du matin, on a fait le point avec les établissements de soins. À 2 h et quelques, toutes les victimes ont été prises en charge. Du coup, on peut se poser. J'avais un besoin de reconnaissance à faire vis-à-vis de mes équipes. Donc je leur ai envoyé tous un mail à ceux qui étaient là cette nuit-là et je leur ai dit, voilà, je pense que dans ces moments-là, on sait pourquoi on fait ce métier et je les ai remerciés. Dès le lendemain matin, nous sommes rentrés évidemment pour venir soutenir les équipes. Il y avait déjà des gens en bas du site, des queues interminables de donneurs parce que pour eux c'était la seule façon de pouvoir faire un geste et venir en aide à la population niçoise, voilà, qui était touchée en plein cœur. Je pense que voilà, il y a eu un avant et un après attentat de Nice. Et puis pour nous aussi, hein, on en ressent encore aujourd'hui les stigmates et les blessures, hein, parce qu'on a encore énormément de monde qui vient. Voilà, mais beaucoup plus de monde. Moi, ce qui m'a marqué, c'est de voir ce dévouement général du corps médical et du corps soignant qui contrebalançait la situation qui était complètement atypique, qui était complètement... c'était un carnage, quoi. On avait l'impression d'être dans un film. Tout le monde a su répondre au présent. On a su quand même gérer ce moment qui a été assez difficile. Ce qui m'a marqué cette nuit-là, c'est surtout l'appel des donneurs en pleine nuit qui vous demandent comment ils peuvent faire pour venir donner leur sang tout de suite. Donc ça marque. Oui. L'ensemble des ministères était vraiment très soudés pour faire face à cette situation de crise. Dans le secteur sanitaire, on était dans la même configuration. Vraiment, il y avait une mobilisation extrêmement étonnante. Et puis après, un autre peut-être moment qui m'a aussi marqué, c'est effectivement de voir passer les listes, malheureusement, des victimes, l'âge des victimes. C'était assez éprouvant, il faut l'avouer. Beaucoup de compassion, beaucoup de... Voilà. Le seul aspect de cette soirée qui n'a pas posé problème, c'est l'approvisionnement en sang. On s'en est rendu compte après parce que comme ça n'a pas été un problème le jour de l'attentat, on s'est dit tiens, l'approvisionnement en produits biologiques et en sang, ben non, ça a fonctionné. Il y a eu la mise en... parce qu'il y a les procédures aussi qui sont établies. Et on avait dans l'heure ou les 2 heures qui ont suivi l'admission des premières victimes, on avait les quantités de sang nécessaires, on n'a jamais manqué de sang. Dans la conduite de crise, la contribution de l'EFS est extrêmement précieuse, notamment par l'approvisionnement des établissements de santé en sang. On a mis en place des interfaces fortes avec le ministère de la Santé, le Corus, et les établissements de santé via les ARS. Et on éprouve régulièrement toute cette organisation au sein d'exercices de crise qui sont diligentés soit par l'établissement, soit par les établissements de santé, soit par les préfectures, et ce sur tout le territoire. À la direction de la communication et dans la relation qu'on a avec les médias, la confiance se perd en litres et se gagne en gouttes. Et si vous ne répondez pas aux sollicitations, vous risquez d'avoir des messages qui soient complètement brouillés et de ne pas éteindre ce feu et cet afflux de donneurs qui arrivait sur les sites fixes. Après ces événements, nous avons mis en place un dispositif enrichi de gestion et de communication de crise. Nous avons maintenant la possibilité de disposer des informations et des décisions de la cellule de crise en temps réel. L'efficacité de l'EFS dans ce genre d'événement, ça a été le répondant de tous les différents acteurs qui ont su apporter une réponse donc, à la demande qu'il y avait. La réactivité, l'implication et le professionnalisme, ça a été quand même quelque chose d'important lors de cette soirée. Les patients ont été transfusés, enfin, tout s'est bien déroulé. Et surtout, on a eu les félicitations aussi du service des polytraumatisés qui nous a remerciés de notre efficacité. Donc, je pense que oui, on a été efficace.
On était vraiment au cœur des événements. Nos principaux sites étaient Saint-Louis, la rue Boisière, Saint-Antoine et les transports allaient vraiment très vite. En moins d'un quart d'heure, on arrivait à transférer des produits d'un site à l'autre. Oui, il y aura forcément un avant-après. Je suis beaucoup plus vigilant. Aujourd'hui, je garde une liste de chauffeurs que je mets à jour régulièrement justement pour pouvoir, en cas de difficulté d'accès, pouvoir remonter les immatriculations, les identités des chauffeurs aux autorités pour pouvoir accéder au site. On accueille énormément de monde, de premiers donneurs, de primo-donneurs. Je crois qu'on a une augmentation depuis l'attentat de Nice de 36%. Je pense qu'après le 14 juillet, il y a eu quelque chose qui s'est passé, notamment avec les établissements de soins. On travaille mieux et grâce à eux d'ailleurs on a pu aussi faire l'analyse de tout ce qui s'est passé, de compiler des données qui sont importantes dans la prise en compte pour la suite. Mais on ne souhaite à personne de vivre la nuit qu'on a vécue. Mais ça, voilà, notre mission était là et je pense qu'on l'a accomplie. Pour moi, c'était une chance d'être là, d'avoir participé à ce moment. Et après, ça ne changeait rien. Je savais déjà pourquoi j'étais technicienne à l'EFS et je le sais toujours aussi maintenant.